On a passé en revue pour le moment les aspects, on va dire, généraux de l'intelligence artificielle. Et maintenant, on va passer à des thématiques plus précises. En fait, l'enjeu de cette journée, c'est de comprendre exactement dans quel domaine, finalement, l'intelligence artificielle va avoir un impact hautement significatif, d'une part pour changer et surtout pour améliorer nos vies. Et une des questions récurrentes à propos, en tout cas que je me pose moi personnellement, c'est est-ce que je vais garder mon job? Finalement, est-ce que l'année prochaine, ce ne sera pas un robot qui va me remplacer? Donc c'est le domaine de l'emploi. Finalement, comment ça va se passer si demain, eh bien, les robots arrivent à faire notre travail à notre place? Est-ce que l'intelligence artificielle, finalement, va nous retirer de l'emploi? Est-ce qu'au contraire, elle va en créer? Comment ça va se passer au niveau des modes de recrutement, notamment? Voilà, quel sera le monde, en tout cas, de l'emploi demain? Pour répondre à toutes ces interrogations, j'accueille Christian Darvogne, qui est partenaire chez KPMG, fondateur de Carwan chez KPMG. Et puis, ces intervenants aujourd'hui, donc Yann Gozlan, François-Xavier Petit, Alexandre Paluchki et Christophe Montaignon. Bienvenue à vous 5. Je vais donc vous laisser, Christian, je vais vous laisser prendre la parole pour animer donc ce panel sur l'emploi qui est quand même juste extrêmement important. Qu'en sera-t-il demain? Merci beaucoup, merci à tous. Absolument. Merci. Vous avez de l'eau, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, est-ce qu'on a le son? Oui. Alors, bonjour à tous d'abord. Nous sommes très contents et très satisfaits effectivement de pouvoir partager avec vous ces 45 minutes sur le thème de l'emploi. C'est vrai que emploi et intelligence artificielle sont des mots qui peuvent parfois être ressentis comme menaçants. Il m'arrive assez régulièrement d'être interpellé par des partenaires sociaux, en particulier dans le domaine industriel. Mais ils sont également parfois menaçants pour les employeurs qui se demandent s'ils vont trouver les compétences nécessaires pour cette révolution technologique. On va donc parler d'emploi, on va parler de plus ou moins d'emploi, mais on va surtout parler d'emplois différents, nature d'emploi. On va parler de travail, nature de travail différent, et on parlera de futur différent. Pour cela, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde en compagnie de 4 personnes à qui je vais tout de suite passer la parole en leur posant une question un petit peu impertinente. Mais après tout, il est 11 h. À quelle occasion vous rencontrez des robots dans votre vie personnelle? Alors, je vais commencer par vous, François-Xavier. Peut-être un petit mot sur votre entreprise au démarrage. Et puis après, dites-nous à quel moment vous rencontrez ces fameux robots. Merci, bonjour à tous, pardon. Oui, François-Xavier Petit, moi, à la base, je suis assez loin d'ici, puisque je suis historien, je suis spécialiste du XVIIe siècle, à vrai dire, et ce parcours, à travers l'étude du changement social, m'a amené justement à m'intéresser, me préoccuper des questions d'emploi, et j'ai été ensuite, pendant plus de 3 ans, conseiller du ministre du Travail sous la précédente mandature, et actuellement, je dirige le programme Matrice, qui est le programme d'entrepreneuriat, d'innovation, de recherche, fondé avec l'école 42 et Creative Valley, Yann Gozlan ici présent, et qui amène des jeunes en fin de cursus de l'école 42 et d'autres écoles et universités à se rassembler, se regrouper pour construire une démarche entrepreneuriale en partenariat avec des acteurs publics, privés, et ainsi connecter ce que le numérique peut faire avec des mondes constitués, traversés d'enjeux, de problématiques tout à fait passionnantes, et permettre donc qu'émergent des solutions nouvelles, des entreprises nouvelles, des laboratoires de recherche nouveaux autour de ces questions. Donc mon prisme sur le sujet, il est triple, à la fois plutôt scientifique, plutôt politico-technique, et puis par ce que je vois aujourd'hui de ma fenêtre dans le monde numérique. Alors à la question, est-ce que j'ai rencontré des robots? J'en ai rencontré beaucoup en réalité, ne serait-ce que pour venir jusqu'ici, des robots logiciels dans l'itinéraire qui a été calculé entre mon domicile et Station F par mon application. Des robots logiciels encore quand, en regardant Facebook, j'ai vu les publications que l'algorithme, et donc que le robot m'avait choisi, qui étaient celles de mes amis. Vous savez que sur Facebook, on voit à peu près 12% de ce que nos amis publient, ce qui veut dire qu'il y a un choix, et derrière, il y a un robot logiciel qui fait ça. Donc, en fait, on est entouré de robots. Ils ne sont pas forcément physiques, mais ils sont là, ils sont partout dans notre quotidien, pardon, et ils le structurent par plein d'aspects, et c'est de ça dont on parlera, je crois. Absolument. Alors, Christophe, qu'est-ce que tu fais et où est-ce que tu rencontres les robots dont on va parler? On essaie d'en élever un ou deux. Ah.
On fait un peu d'élevage en ce moment. Donc on a un chatbot qu'on a décliné sur différentes marques et on essaie de le faire grandir. On essaie de le faire grandir, nos candidats le font grandir et on essaie de le rendre plus grand à l'intérieur de notre proposition de valeur et de la chaîne de valeur. Un mot sur ce que je fais chez Randstad, du coup. Je m'occupe de technologie chez Randstad et de l'innovation de la technologie et de l'organisation à l'intérieur du groupe. Randstad a une place de leader à l'intérieur des ressources humaines. Et je crois qu'aujourd'hui, vous nous permettez de tester un certain nombre d'applications juste au-dessus de nous. On travaille en partenariat avec Matrice. Ils ont fabriqué des choses qu'il faut que vous alliez regarder parce que c'est des choses extrêmement intéressantes avec un angle très malin sur la question des biais et voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est chouette d'aller les voir. Ça se teste. Ils sont au-dessus, il y a des petits ateliers, ça dure une dizaine de minutes. N'hésitez pas. Voilà. Alors, Alexandre, qui tu es et à quelle occasion tu rencontres ces fameux robots dont on va parler? Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Alexandre Pechulski, je suis un des fondateurs de Talentsoft, qui est une plateforme logicielle de gestion des talents, donc qui gère du recrutement, des évaluations, en passant par revue de salaire et autres. Et si j'étais un tout petit peu taquin, j'aurais tendance à dire que je croise des robots tous les jours quand je discute avec les recruteurs, qui malheureusement parfois semblent assez déshumanisés, tant finalement les recruteurs sont beaucoup sur la prise de risque et très mesurés finalement sur les risques qu'ils peuvent prendre quand ils choisissent des candidats pour occuper un poste. Et bien souvent, ils le font à partir de critères que l'on connaît tous. Quelques écoles, pour les grandes entreprises, il y a vraiment quelques écoles triées sur le volet, nombre d'années d'expérience, le niveau TOEIC peut-être. Et finalement, c'est vrai qu'on se dit que quand on recrute sur ces quelques critères, il y a une vraie robotisation, une vraie automatisation du métier. Bon, ça c'était pour évidemment l'aspect un peu ironique. Moi j'ai commencé à croiser des robots il y a une vingtaine d'années, puisque j'étais en plein deuxième hiver de l'intelligence artificielle à travailler sur des compétitions de robots footballeurs, donc ça va être dans les années 96-97. Et puis aujourd'hui, de par notre métier, on travaille aussi avec tous les éditeurs qui essayent de proposer des approches autour des chatbots, notamment sur le recrutement, aussi sur la formation. Et on essaye de voir quelle valeur, justement, la collaboration avec ces robots peut être tirée pour les ressources humaines. Merci Alexandre. Et Yann, alors, tu es un peu chez toi, là, à Station F. Qui es-tu? Oui, moi Yann Gozlan, donc j'ai lancé Creative Alley il y a 7 ans déjà. Donc on a mis en place des programmes d'accélération. Ici, on a un très beau programme qui s'appelle Art, Design et Numérique, qui avait été monté avec Télécom Paris Tech et l'Institut français de la mode, et qui nous permet d'accompagner des entreprises dans leur développement. Et c'est vrai que l'axe que l'on a choisi de regarder le design, à la fois applicatif et hardware, est assez intéressant. Et c'est vrai qu'au quotidien, on va avoir beaucoup de nos équipes qui réfléchissent à créer ces robots hardware. Je pense à des entreprises comme Immersive Robotics, par exemple. L'enjeu, il est là. Comme l'a très justement dit François-Xavier en tout début d'intervention, les robots sont déjà parmi nous, on le sait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les éléments logiciels qui nous assistent, et notre téléphone en est un peu l'incarnation, c'est un peu quelque part notre premier périphérique d'humain augmenté. Aujourd'hui, on aurait beaucoup de mal et on l'essaie de temps en temps. Dès qu'on n'a plus de batterie, on est déjà assez désœuvré. Donc on a déjà une aide robotique quelque part au quotidien. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que l'univers des années 70, années 80, où on fantasmait des robots réels ou virtuels, je pense un petit peu à ce qu'on avait dans Star Wars, où on voyait des hologrammes, on est au moment précis où c'est en train d'arriver pour de bon. Donc ce qui est intéressant, c'est quelque part, ça a été préparé par cette révolution logicielle qui est en cours, mais que les robots arrivent vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est que dans beaucoup d'équipes que l'on a autour de nous, la question de cette coopération positive entre robots et humanité, et nous, est au cœur des préoccupations de beaucoup des créateurs d'entreprises. Donc c'est assez intéressant et c'est quelque part presque contre-intuitif. C'est-à-dire que le robot, c'est la pensée procédurale, bien sûr, mais c'est aussi une volonté des gens qui ont lancé ces entreprises de se dire comment est-ce qu'on fait des robots qui seront bienveillants, sympathiques, positifs à l'égard des humains. Et cette question de l'emploi l'incarne tout à fait. Comment est-ce qu'on va gérer l'arrivée des robots qu'on ne pourra pas arrêter, c'est une vague on ne pourra faire aucun mur qui l'arrêtera. Comment est-ce qu'on va faire pour préparer cette nouvelle ère qui commence? Merci. On va rentrer évidemment tout de suite sur le vif du sujet. Donc,
Y a-t-il perte d'emploi? Y a-t-il transformation des emplois? La transformation que nous vivons est-elle exceptionnelle? Christophe, vous avez un point de vue, je voudrais que vous le partagiez. Oui, avec plaisir. Peut-être repartir du point qu'à chaque fois qu'on fabrique de la technologie, puis la technologie nous transforme. Donc cette transformation, je voudrais l'illustrer par quelque chose qui, moi, me frappe. C'est une technologie qu'on utilise tous de manière extrêmement basique, c'est la boîte mail. On a vu arriver en fait la boîte mail à l'intérieur de nos vies, de nos organisations, de nos entreprises, sans qu'on prête très attention en fait à la transformation que ça allait amener. Ça a beaucoup amené de transformation à l'entreprise, la manière dont on communique, la manière dont on formalise les choses ou on les formalise pas. Comment est-ce qu'on a pu métamorphoser ce qu'on appelle la transmission d'informations dans l'entreprise. Traditionnellement, on pourrait le dire, le cascading, la manière dont le rôle du manager. C'est pas quelque chose qu'on a très bien anticipé en fin de compte. On ne s'est pas énormément posé la question de la manière dont les choses allaient transformer. Je trouve que finalement, ce qu'on discute autour de l'intelligence artificielle, même s'il y a un peu de hype autour de ça, c'est-à-dire il y a un peu de... Il y a beaucoup d'hypothèses qui sont présentées comme court terme ou ressenti court terme, alors qu'effectivement, il faut peut-être être plus mesuré dans un certain nombre de choses. Mais elle présente un énorme avantage, c'est qu'on est en train de se poser des questions qui sont cruciales, parce que du coup, ça va nous permettre vraisemblablement, on peut l'espérer, de mieux anticiper la manière dont on doit réagir, nos organisations doivent réagir. Et on voit bien, puisque tout ce qui a été dit au travers des robots, c'est qu'ils sont de partout. Ils sont petits pour l'instant. Hein. C'est des petites choses qui, dans notre vie, changent la relation qu'on a avec la machine. Changent la relation parce qu'en fait, cette machine se met à nous faire des propositions. Et dans le monde de l'emploi, on voit arriver un sens différent de l'humain à la machine. C'est-à-dire la machine nous propose des choses. Une réponse à un mail, on commence à nous proposer des réponses déjà faites. Et nous propose des candidats à voir ou des candidats à ne pas voir. Donc on se met à être... En réponse à une suggestion qui a été faite. Et on voit arriver ça. Et il va falloir qu'on se pose la question de la manière dont les gens vont réagir à cette problématique et comment est-ce qu'on va changer nos organisations pour pouvoir le faire, par exemple. François-Xavier, en tant qu'historien anthropologue, la machine nous change ou nous changeons la machine? Qu'est-ce qui change? Très clairement, mais d'ailleurs c'est pas nouveau. Je veux dire, depuis qu'on a taillé le premier silex, on a augmenté notre propre humanité d'artefacts techniques qui permettent de faire un certain nombre de choses. Et de fait, ces objets techniques et ces outils-là construisent un rapport complètement différent à l'autre et au monde. Si on doit faire un petit retour en arrière, clairement, l'invention de l'imprimerie change tout. L'invention de l'imprimerie permet l'émergence d'une nouvelle religion, en l'occurrence le protestantisme, par un rapport direct de soi à Dieu via le livre, ce qui n'était pas possible avant l'imprimerie. Ça permet une autre forme de gouvernement. C'est la naissance de l'État moderne, puisque par l'écrit et donc par la possibilité de diffusion du texte via l'imprimerie, on peut contrôler différemment les États. Donc clairement, l'invention technologique transforme la société puissamment, et bien plus puissamment qu'on ne peut l'imaginer. Pour revenir sur la question de plus ou moins d'emplois ou des emplois différents. Il est évident qu'au-delà de l'intelligence artificielle, l'ensemble des technologies ont aujourd'hui un travail puissant sur la structure d'emploi et un travail très fort de réduction d'un certain nombre d'emplois. Alors on dira, mais on est dans un processus de destruction créatrice. Schumpeter est encore parmi nous et les emplois qu'on détruit ici, on les recrée ailleurs. Alors oui, il faut voir si en termes de stock, c'est si évident que ça. Et par ailleurs, la véritable problématique qui est posée, c'est celle de la transition. De comment est-ce que les emplois détruits à un endroit se recréent à un autre et concernent les mêmes personnes. Parce que l'on dise que l'automatisation des caisses, des barrières de péage supprime les caissières, les receveurs de péage, mais c'est pas grave parce que ça crée à côté des data scientists, certes, mais c'est pas les mêmes personnes. Et l'agitation, la problématique sociale qu'on voit aujourd'hui, elle est aussi à cet endroit-là. De savoir comment des pans entiers de la société sont vidés de leurs emplois par le progrès technologique et comment, à côté, il y a une demande très très forte avec une jonction qui ne se fait pas forcément en termes de sociologie, en termes de catégorie de population. Ça, c'est pour la question du plus ou moins et qui est une vraie question extrêmement problématique. On y reviendra sans doute juste après. L'autre sujet, c'est à l'intérieur d'un même métier. Comment est-ce que, en effet, l'outillage technologique, l'exemple du mail est un excellent exemple, change le contenu même du métier.
Et c'est là qu'on a, à mon avis, tous une forme de responsabilité par rapport à cette technologie, qui est de savoir comment est-ce qu'on sait l'utiliser. Comment est-ce qu'on sait l'utiliser à sa place de technologie. Et pour le dire avec une formule, pour désautomatiser les humains et pour ramener sur la technologie ce qui est de l'ordre de plein de tâches qu'on fait actuellement et qui sont tout à fait automatiques, et pour nous permettre à nous d'exercer nos facultés, qui sont des facultés pleinement humaines. Et finalement, peut-être que c'est intéressant que le métier de caissière, le métier de receveur de péage soit supprimé, parce que ce n'étaient pas des tâches complètement humaines au final. Par contre, si on n'est pas capable d'utiliser ces populations pour inventer avec elles des métiers différents et nouveaux qui peuvent leur correspondre, alors l'automatisation sera invivable, insoutenable, et ça finira par craquer. Et donc voilà, on a un vrai sujet de construction de l'acceptabilité de la technologie dans un rapport à l'emploi, faute de quoi ça ne marchera pas. Donc, dans nos premiers messages, des emplois nouveaux se créent, mais avec une telle différence par rapport aux emplois actuellement occupés qu'il y a des besoins de reconversion massifs et peut-être de nouveaux projets de développement à proposer aux hommes et aux femmes qui aujourd'hui travaillent. Alors, clairement, besoin de reconversion, mais besoin d'encadrer ça dans un système global. C'est-à-dire que la question de la fiscalité est posée. Est-ce que la fiscalité doit aujourd'hui toujours peser sur le travail, enfin majoritairement en tous les cas, pour assurer les retraites, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une manière de faire cotiser aussi quelque part les machines à mesure qu'elles jouent sur la structure d'emploi? Vraie question. Je ne dis pas qu'il faut le faire ou qu'il ne faut pas le faire, mais en tous les cas, il faut s'interroger. Même chose sur la protection sociale. Comment est-ce que dans ce temps de destruction massive et création réelle, la protection sociale est assurée autrement que par le fait de posséder un emploi? Donc si la technologie s'encastre pas dans une réflexion globale sur la société, alors de fait, on aura des effets de bord relativement massifs. Oui, donc vraiment un message important. On parle de l'emploi, mais derrière ça, on parle de l'activité, on parle du revenu, on parle de la société tout entière dans la manière dans laquelle elle va se recomposer. Alexandre, un point de vue sur la nature des emplois qui se transforment, cette non pas substitution, mais cet enrichissement qui provoque des menaces et des opportunités? Voilà, je vais peut-être faire un tout petit focus sur, encore une fois, les parties autour des ressources humaines, puisque les ressources humaines, on a dit qu'elles étaient très menacées par rapport à l'arrivée de la robotisation et de l'intelligence artificielle. Alors tout d'abord, il faut voir qu'effectivement, quand on parle d'automatisation, c'est pas forcément automatisé à 100% un emploi de formateur, de recruteur. Ce qu'il faut voir, c'est quel pourcentage de l'activité sera automatisé. Et on se rend compte qu'il y a une étude récemment, je crois que c'est de McKinsey, qui disait qu'il n'y a que 5% des emplois qui seraient automatisés à 100%. Et que seulement 30 seraient automatisés à 60. Donc ce que ça veut dire, c'est la même différence entre une voiture sans chauffeur qui est automatisée à 100% ou qui est automatisée à 99%. À 99, il faut encore un humain dans la voiture. Là, je pense qu'il y aura toujours des humains dans la voiture RH. La question, c'est quelle part nous incombe et quelle part est laissée aux machines. Moi, le constat que je fais tous les jours, c'est que finalement, les RH ont d'abord attendu, parce qu'à la base, ce sont des gens qui ne sont pas forcément éminemment techniques, et donc, ils ont adressé le sujet de l'intelligence artificielle comme on va enfin pouvoir faire aux machines ce que l'on n'arrive pas à faire nous-mêmes. À savoir, aller trouver des profils qu'on n'arriverait pas à trouver, puisque finalement, on a à peu près tous les recruteurs les yeux rivés sur les mêmes profils. Donc là, et comment on trouverait ceux qui sont disponibles mais qu'on n'aurait pas vus, si tant est qu'il y en ait. Ensuite, au niveau de la formation, on sait qu'on dépense des milliards en formation et que très souvent, le retour sur investissement n'est pas prouvé. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on nous demande tous les jours. Est-ce que je peux avoir l'Amazon ou le Netflix de la formation? À savoir un catalogue de formation où je vais proposer les bonnes formations aux bonnes personnes. Là encore, pour l'instant, il ne s'agit pas tellement d'intelligence artificielle. C'est des mécanismes finalement qui sont très simples, qui sont juste algorithmiques en fonction des emplois qu'on occupe, des gens qu'on suivi plutôt majoritairement quelle formation. Donc dès qu'on occupe cet emploi, on va la pousser. Donc pour l'instant, mon constat, c'est les RH attendent finalement de ces artefacts qu'ils soient intelligents tout seuls. Et là, je pense qu'il y a un énorme biais. Je pense que ce qui est intéressant, tout d'abord, c'est l'éducation à deux points de vue. L'éducation d'abord de nos propres consciences,
qu'est-ce qui se passe réellement dans nos entreprises. Et aujourd'hui, ce qu'a montré le cas Amazon, qui a été épinglé pour avoir utilisé une IA pour recruter, avoir montré un biais où majoritairement ils allaient recruter des hommes, puisque dans le passé, il y avait essentiellement des hommes qui ont été recrutés. C'est qu'en fin de compte, tous les biais en fonction des données que l'on va fournir vont rester les mêmes. Et si une IA voit qu'on a recruté majoritairement des hommes, elle va continuer à poursuivre ces biais-là. Et donc Amazon a été épinglé, alors que finalement, comme le disait d'ailleurs Aurélie Jean, c'est la règle du jeu de l'IA. C'est d'abord, on va apprendre de nous-mêmes. Nos organisations vont peut-être prendre conscience de la façon dont elles fonctionnent réellement. Et je pense que quand on demande ça, on a besoin de quel type de profil en entreprise, de petits jeunes qui ont vraiment les crocs, qui ont vraiment très envie, et c'est eux qui réussissent le mieux dans notre entreprise, ou au contraire, plutôt des gens seniors, parce qu'ils amènent leur expérience. On a tous des réponses, mais on se trompe peut-être complètement par rapport aux gens qui vraiment justement s'épanouissent. Donc je crois que les IA, déjà en brassant nos données et en mettant face à nous-mêmes, continuent un petit peu ce qui a été fait, on va se dire, ah, en fait c'est comme ça que je fais. Et ça amène à la deuxième question de l'éducation, et là sur des nouveaux rôles que les RH à mon avis n'ont pas du tout perçus et qui ne sont pas perçus en général, ce sont des rôles d'éducateurs des artefacts, pour que justement ils deviennent intelligents. Si on prend le cas de la voiture sans chauffeur qui écrasait ce cycliste de nuit il y a quelques temps en Californie, en fait, il y avait deux critères. Il y avait le critère confort et le critère sécurité. Et en fait, pour éviter que le critère sécurité fasse des à-coups à la voiture sans arrêt, ils ont privilégié le confort. Mais du coup, évidemment, la voiture n'a pas réagi assez vite. Et quand vous posez la question dans les entreprises, quels critères vous privilégieriez ? Quel type de profil vous souhaiteriez? Où est-ce que vous souhaitez justement faire? On se rend compte qu'il n'y a absolument pas de consensus. Et que les RH vont peut-être déjà devoir éduquer des IA, créer des modèles qui fassent un peu consensus. Et on le sait bien, quand vous avez 5 managers qui recrutent aujourd'hui, vous avez l'impression que vous allez dans 5 boîtes différentes. Tellement vous décrivent des réalités différentes, des attentes différentes. Et donc ces rôles un peu d'éducation, de création de modèles communs, et finalement ce qui renvoie aux aspects sociétaux, de société dans laquelle on a envie de vivre, n'existent pas du tout, ne sont adressés par personne. On pourrait dire que c'est le rôle des dirigeants, mais est-ce qu'ils vraiment ils s'emparent de ces aspects culturels? Est-ce que c'est le rôle des RH? Est-ce que vraiment ils s'emparent de ces aspects culturels? Et les managers vous diront que ce n'est pas leur boulot et qu'ils le font localement. Donc en fait, moi je pense que oui, il va y avoir beaucoup d'emplois probablement qui vont s'automatiser pour partie, mais on aura toujours besoin justement de plus en plus de gens qui créent des modèles de culture, de comportement dans lequel une collectivité, une communauté va s'inscrire. Et ces rôles-là, je les vois assez peu, et me semble-t-il, sont vraiment les rôles d'avenir, et là, pour le coup, qui vont vraiment incomber à des humains. Voilà, donc vous insistez sur le fait qu'effectivement, l'intelligence artificielle n'est pas simplement une disparition des tâches automatisées, mais bien tout un renouvellement de notre pensée sur la culture. Est-ce que la je peux communauté. faire un rebond? Bien sûr. C'est Allez gentil. vite, Christophe. Non, parce que je voudrais poursuivre une chose qui a été dite ici et qui m'importe avant de... C'est la parole. Un point sur qu'est-ce qu'on cherche à optimiser. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on veut optimiser, puisqu'on parle par exemple dans le recrutement en fait, de la capacité qu'on a à trouver la bonne personne. Et donc on cherche cette optimisation. Mais avec quelle source de données, quel label, quelle annotation? Aujourd'hui, la majorité des travaux qu'on voit faire, c'est des travaux qui regardent des pots de données qui sont des candidats, des CV et puis des annonces. Et puis on regarde qui a regardé quoi, et puis au mieux on arrive à regarder qu'est-ce que le recruteur a trié à l'intérieur de ça. Est-ce que vraiment c'est ce qu'on cherche à optimiser? Parce que là, ce qu'on optimise potentiellement, c'est reproduire la tâche que produit de manière relativement mécanique un recruteur. Ce qui va nous intéresser, c'est pour ça que je parle d'annotation, c'est de chercher des données qui sont capables de prédire beaucoup plus loin, au moins la période d'essai, au moins le succès, ou la carrière dans l'entreprise. C'est-à-dire aller chercher des informations qui nous permettent de créer des modèles, puisque tu parlais de modèles, d'aller créer des modèles qui sont beaucoup plus pertinents dans la recherche d'optimisation. Donc aujourd'hui, la recherche simplement d'une performance dans une tâche de tri de CV, est-ce que réellement c'est ce qu'il faut qu'on contemple? Je pense que ce qu'il faut qu'on contemple, c'est de comprendre quelle est la personne qui réussit à l'intérieur de l'entreprise, quelle annotation on peut trouver, quelles sont les informations à noter qu'on peut trouver, et commencer à entraîner des modèles à partir de ça. Et il y a une démarche RH qui est extrêmement intéressante si on commence à se poser justement toutes ces problématiques de comment est-ce qu'on modélise cette donnée, qu'est-ce qu'on va chercher, comment on la note, comment on la rend vivante. Parce que, et c'était aussi un débat que tu énonçais tout à l'heure, qui est l'IA nous aide aussi, ça peut être un magnifique miroir de feedback de qui on est, de comment est-ce qu'on s'organise.
Oui, l'intelligence artificielle, c'est pas simplement automatiser ce que l'on sait faire, c'est peut-être inventer des modèles, inventer d'autres logiques qui sont à notre portée. Eh bien, on a, Yann, pas entendu ta voix, et pourtant tu es très impliqué dans cette réflexion sur l'emploi. Quel est ton point de vue? Moi, pour rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit, je pense que beaucoup d'éléments du débat ont été posés. La question peut-être du stock et du flux. Et deuxièmement, la question du regard. C'est-à-dire, en fait, effectivement, le risque, il est énorme. On l'a vu encore aujourd'hui quand on a dû faire l'attribution des places à l'université après le lycée et qu'on ne connaissait pas comment fonctionnait l'algorithme. On a eu l'impression d'être complètement dépossédé, en fait. Donc, il y a eu une espèce de crise d'angoisse collective, mais qui était en fait super justifiée. Donc, on voit le risque. Mais c'est vrai que si quelque part, l'IA nous permet de changer notre regard sur quels sont les profils qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas, ça peut amener quelque chose. Parce qu'en fait, la situation, elle est celle d'une énorme urgence. Donc, notre risque, c'est de réfléchir dans notre pays, dans nos pays développés, et de sortir du big picture. Le big picture, c'est qu'aujourd'hui, 50% de la jeunesse en 2050 va être en Afrique. Donc, dans ces pays, dans ces régions du monde à très très forte croissance, comment est-ce qu'on va gérer la question de l'emploi ? Et comment est-ce qu'on va gérer la question de l'emploi à une période, à un moment clé où on sait qu'a priori, on va automatiser des tâches. Donc on aura plutôt tendance à détruire encore plus d'emplois mécaniquement, quitte à ce que les emplois qui restent soient plus intéressants. Donc ça, c'est peut-être un élément de mise en regard qui me paraît important. Et deuxièmement, on a la chance de vivre plus longtemps. Donc la question du stock qui était présentée par François-Xavier en début d'entretien est encore plus importante. Ça veut dire que tous les gens qui aujourd'hui ont 40 ans ou 50 ans, qui quelque part ne sont plus a priori les optimums de l'économie de recrutement dans laquelle on est aujourd'hui, on va les avoir encore pour 50 ou 60 ans de plus. Donc comment on va travailler sur la reconversion de ces gens-là? Et là, je pense qu'en fait, une fois que cette problématique est dite, la question se pose vraiment de voir dans quelle mesure est-ce que l'IA va nous permettre ou nous aider à réfléchir à la formation tout au long de l'année. Qu'est-ce qu'elle va nous apprendre sur nos propres modèles de construction de nouveaux travaux, de nouvelles manières de travailler vis-à-vis de ces continents où il y aura plein de jeunes, où il va bien falloir les occuper, il va bien falloir leur trouver une vraie place que de toute façon ils vont prendre dans l'économie mondiale. Voilà, c'est peut-être un rebond sur ce que j'ai entendu, mais je vous laisse réagir. François-Xavier, je sais que tu as envie de réagir. Justement, dans la même veine, mais alors c'est pas drôle puisqu'on est d'accord, mais dans la même veine, il y a quelque chose qui est posé à nous dans le champ de l'emploi, mais plus largement. Yann, tu prenais l'exemple de Parcoursup, enfin, anciennement APB, de la question de l'allocation des étudiants dans différentes universités de manière optimisée, et dans lequel il y a une logique algorithmique avec un peu d'éléments apprenants. La question qui est posée, et c'est la même chose dans le recrutement, c'est pas tellement celle de l'optimisation. Bien sûr qu'il y a cette question, mais derrière, c'est celle de l'intelligibilité de cette optimisation. C'est-à-dire que l'on soit affecté à l'université X ou à l'université Y, ça peut se comprendre. Mais derrière, il va falloir être en capacité de l'expliquer, être en capable de donner les clés de lecture qui font qu'on comprend ce qui a présidé au choix de l'algorithme. Même chose dans la question du recrutement. Sélectionner monsieur X ou monsieur Y, après tout, pourquoi pas? Et être sélectionné ou ne pas être sélectionné, après tout, pourquoi pas? Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Comment ça se gouverne? Comment est-ce qu'on aide l'intelligence artificielle à être intelligente, à apprendre véritablement? Et là encore, c'est aussi et toujours cette question de l'acceptabilité. Si la technologie crée de l'opacité et de l'incompréhension, alors elle devient de plus en plus inacceptable dans une société qui est déjà très très illisible, et particulièrement quand on descend dans la stratification sociale, l'impression d'illisibilité de tout ce qui l'entoure est extrêmement forte. Et là encore, nous qui sommes plutôt globalement convaincus de l'intérêt de la technologie, de l'enjeu, de ce qu'elle peut permettre, si on oublie d'en donner les clés de compréhension, et si on n'est pas nous-mêmes capables de les avoir, parce qu'il y a une forme de pensée très magique autour de la technologie, alors elle sera inacceptable et on passera à côté du potentiel formidable qu'elle peut apporter. Oui, François-Xavier, je crois que voilà, vous annoncez la question de la confiance. Il ne s'agit pas simplement de rendre plus rapide, plus efficace dans une efficacité fermée. Il s'agit d'introduire une nouvelle logique sociale.
Alors Alexandre, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Inspire, aux éditions Hachette, donc chacun d'entre nous peut se le procurer assez facilement. Je vais vous proposer d'entamer notre deuxième série de questions autour d'un futur meilleur. Alors, un futur meilleur avec l'intelligence artificielle, qu'en pensez-vous? Qu'en penses-tu? Juste, le livre s'appelle Unique. Oui, pardon. Non, c'est pas grave. S'il y a des gens qui veulent l'acheter, ce serait dommage qu'ils en achètent celui d'un confrère. On a inspiré. Voilà. Mais Inspire, ça doit être très bien aussi comme bouquin. Sur la question de la société, il y avait la précédente table ronde, un intervenant avait fait l'université de la singularité. Il se trouve que j'y étais aussi l'année dernière, et c'est exactement d'ailleurs durant le séminaire de la singularité que j'ai eu l'idée du titre Unique. Parce qu'en fait, donc l'idée, c'est qu'on est abreuvé de choses futuristes, on est abreuvé de tous les possibles avec la technologie. Et sûrement avec mon regard d'Européen, de Français, j'étais d'un côté émerveillé par cette absence totale de limites par rapport à tout ce que l'on peut faire et au progrès en général des apprentis sorciers de la Silicon Valley. Et de l'autre, je me disais, mais qu'est-ce que l'on essaye de faire? Et j'étais un peu terrifié pour le coup, parce que je me disais, mais pourquoi on fait tout ça? C'est-à-dire, ce progrès, il va servir à quoi? Et régulièrement, j'allais voir les intervenants en fin de session, des Peter Norvig, que j'admire énormément, des Pete Diamandis. Et je me disais, mais alors vous n'avez pas peur que, mais du point de vue éthique, est-ce que vous croyez? Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils faisaient les choses parce qu'ils le pouvaient, sans savoir vraiment est-ce qu'ils le devaient et qu'est-ce qu'ils cherchaient à accomplir. C'est formidable que ça crée 1000 possibles. Mais moi, la question du pourquoi faire m'intéressait. Et du coup, cette question de l'intelligence artificielle, on en a peur, on n'en a pas peur, je me disais, mais en fait, c'est Béguin et Rabardel qui expliquaient ça très bien, un outil doit se transformer en instrument. On veut en faire quel instrument? Au profit de quoi? Sur quel modèle de société? Et en fait, ce qui m'a vraiment inspiré, le titre du livre, vraiment, encore une fois, j'ai eu l'idée là-bas, c'est que je me suis dit, mais en fait, ce qui compte, c'est d'abord un vrai projet de société, de saisir l'outil machine et de se dire comment on pourrait collaborer avec elle pour se mettre à notre service. Et là, ça renvoie à ce constat terrible, mais finalement, est-ce qu'aujourd'hui, la société est à notre service? Est-ce que la société nous aide à découvrir, chacun d'entre nous, qu'est-ce qui nous rend singulier? Comment on pourrait s'épanouir? À chaque fois que ces questions sont un peu posées, récemment, ça a été sur le revenu brut universel, où on se disait, si on n'était pas obligé de tous les lundis matins aller bosser juste pour s'acheter, payer le loyer et s'acheter à manger, on pourrait se poser la question de ce qu'on a envie de faire. Peut-être que l'école pourrait nous poser aussi la question de qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce que l'on peut faire nous et qu'aucun autre ne pourrait faire. Et donc cette question de la singularité humaine, elle vient complètement en contrepoint de la singularité technologique. Et le projet de société, à mon avis, qui pourrait être supporté par celui de l'IA, c'est un projet où on retourne complètement en fait, la théorie de la norme. On sort de la norme et on apprend aux enfants à découvrir ce qu'ils ont de singulier, un peu façon X-Men, en quoi on serait des mutants, en quoi on serait différents les uns des autres et comment on pourrait justement travailler cette différence-là et bâtir un chemin de vie qui nous correspondrait. Et là, de se dire, et comment des machines pourraient nous aider à nous découvrir, donc c'est l'adaptive learning qui a déjà cours dans certaines écoles pour le coup de la Silicon Valley, c'est cette idée d'apprentissage tout au long de sa vie, où on va apprendre à se découvrir, on va tenter des choses, et on va voir en résonance avec ce que nous renvoie la vie, là où on est bon, là où on n'est pas bon, et finalement c'est un projet, alors le terme société inclusive est galvaudé au possible en ce moment, mais dans ce que ça a de noble, c'est cette idée que la société a un vaste puzzle, on est tous une pièce, et comment ces pièces vont pouvoir s'assembler les unes avec les autres. Et c'est vrai que cette société-là, à mon avis, pourrait être rendue possible si l'IA vient automatiser des tâches qui ne méritent pas d'être faites par un humain, mais au contraire nous laisse le temps, l'énergie, voire nous entraîne à être davantage nous. Donc ça inverte complètement la dynamique. Et je pense que si là où il va falloir leur faire confiance, et un peu façon K2000, faire confiance à sa voiture pour nous sauver de cette situation périlleuse, je rebondis sur ce que tu disais, l'acceptabilité. Ce qui est relativement curieux dans notre façon de gérer l'IA aujourd'hui, c'est qu'on veut absolument cette notion de traçabilité, comprendre pourquoi elle a fait ce choix, alors qu'à chaque fois qu'on suit Waze, on ne challenge pas l'algorithme en nous demandant pourquoi il nous a fait passer par la route de gauche ou de droite. On sélectionne les critères, plus court chemin, plus courte distance, et après on lui fait confiance. Et ça revient, selon quels critères on va régir la société, quel modèle de société, et une fois que les IA supporteront vraiment ce modèle, alors à mon avis on pourra probablement davantage leur faire confiance. Merci. Un appel effectivement à un usage au service de l'humain et de sa diversité. Yann, comment tu réagis à cette proposition philosophique au meilleur sens du terme? En fait, le constat, c'est que
en France, il y a une dizaine, entre 10 et 15 millions de gens qui travaillent, puisqu'il y a des gens qui sont encore étudiants, des gens qui sont enfants, il y a des gens qui sont à la retraite ou en situation de pré-retraite. Donc de toute façon, la base des gens qui bossent, elle est plus limitée. Et logiquement, si on veut détruire tous les postes qui sont destructibles, qui sont automatisables et qui, entre guillemets, ne sont pas nobles, on va continuer cette tendance. Donc la question va effectivement d'être comment, on va continuer à payer nos retraites ou à payer notre assurance maladie. Donc il faut en avoir conscience. Quelle clé de répartition on va trouver pour ça? Donc la question de l'impôt va se poser. Mais à l'échelle française, à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, parce qu'en fait, la spécificité de cette transformation, c'est qu'elle est mondiale. Donc l'enjeu, c'est nous, on peut peut-être jouer un rôle de laboratoire, préparer des modèles, proposer des schémas explicatifs, mais si on n'arrive pas à réfléchir à des éléments de gouvernance qui permettront quelque part de proposer des normes ou des possibilités qui sont intelligentes, mais assez largement, ensuite on risque de retrouver dans une situation où c'est le moins-disant, entre guillemets, qui risque de remporter la mise. Donc il y a quand même vraiment un sujet aussi de pouvoir vite faire levier sur les expérimentations qu'on pourrait faire, parce que d'une manière ou d'une autre, c'est vrai qu'on sera moins de gens à travailler, et ensuite, si on veut tous faire des choses plus intelligentes, c'est très bien, mais il va falloir trouver les modèles économiques qui vont avec. Donc je pense que on est vraiment dans une situation de nouvelle frontière, dans laquelle l'intelligence artificielle peut nous aider, parce que l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est aussi de pouvoir analyser de la donnée, trouver des gens, trouver des profils que nous on aura, ou des schémas que nous on n'aura pas identifiés qui pourraient être intéressants. Et je pense que là-dessus, il y a un enjeu qui est assez structurant. Une question, c'est celle de l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une école comme 42 l'a bien montré, ou Epitech avant, on peut rendre très efficace dans cette nouvelle société qu'on appelle de nos voeux, des gens qui, a priori, avaient des profils atypiques ou avaient des compétences qui étaient atypiques. Donc, en fait, on revient à la question du super CV. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que si on reste dans une logique où on continue à sélectionner les super CV, c'était un peu une blague, mais c'est comme un peu dans Tinder. C'est-à-dire que certains vont être super bien payés parce qu'ils ont vraiment les super CV, et les autres, on va se demander ce qu'ils vont avoir à faire. Donc la question, c'est si on est, grâce à l'intelligence artificielle, capable d'identifier des profils qui sont atypiques et qui réussissent super bien, mais dans une autre grille d'analyse, alors là, on aura peut-être des éléments de vecteurs qui vont nous permettre de construire un avenir qui sera plus inclusif, qui sera plus intéressant pour plus de monde. Et si on ne le fait pas, il va falloir qu'on occupe bien les gens, quoi. François-Xavier, alors société inclusive comme finalité, ou risque ou menace d'une société éclatée et dispersée? Le risque et la menace sont évidemment là. Moi, je crois que dans ce rapport entre la technologie et la société, au-delà de l'emploi, on est face à deux risques en fait. Le premier, c'est le risque d'être geek, et depuis 42, on l'a souvent, c'est-à-dire d'être centré sur ces technologies, sur ce qu'elles permettent, sur là où elles peuvent nous emmener, dans l'absence de limites d'une certaine manière, mais qui sont finalement une manière de recréer des bulles dans lesquelles on travaille, on bidouille, on avance, on construit des choses, sans être dans une connexion réelle avec la société, qui est le premier risque. Et puis le second risque, c'est d'être des libertariens et de se dire tout est possible, et la singularité universitaire n'y échappe pas, tout est possible, et finalement seuls les meilleurs survivront, car la marche va être tellement rapide qu'il faudra qu'on laissera beaucoup de gens sur le bord de la route. Et là, par rapport à la question d'un futur meilleur, elle est là, elle est dans cette manière dont il y a une accessibilité de la technologie à tout niveau, à tout endroit, pour pouvoir entraîner à sa suite une société. Et ça marche à tout point de vue, c'est-à-dire dans le rapport à la puissance publique. Est-ce que l'idée est, encore une fois, d'aller plus loin dans l'automatisation d'un certain nombre de processus, ou au contraire de se servir de la technologie pour les mettre en lisibilité? Si on prend le métier d'avocat, est-ce que ce que va faire la technologie, c'est de pouvoir apporter un certain nombre d'éléments pour pouvoir résoudre des conflits ou donner de l'information juridique en temps et en heure? Ou alors est-ce qu'au contraire, on a une faculté, par le biais de la technologie, d'intervenir avant des conflits en ayant alerté sur différents sujets et différentes problématiques? Enfin, voilà. Il y a cette question de toute une
pensée critique autour des enjeux technologiques et qui reconfigure de fait puissamment les métiers, non pas simplement sous l'angle de la performance, de trouver le meilleur candidat, d'aller plus vite, de gagner du temps, de ci et de ça, mais sous l'angle d'une véritable interrogation qui permet de positionner la technologie dans le sens d'un projet de société qui est saisissable et qui est saisissable par autre chose que les 5, 10, 15, 20% de la société qui sont capables de suivre et d'accélérer et de monter, en charge au rythme où on le voit aujourd'hui. Voilà, pour moi, la question du futur, elle est à cet endroit-là et avec une promesse aussi grande qu'une menace. Mais en tous les cas, si on n'a pas une lecture critique, et c'est intéressant de poser aujourd'hui la problématique de l'éthique et de la robotique, ce qui ne se fait pas si souvent que ça, si on n'a pas cette lecture critique, en vrai, on risque de sortir de piste. Et on a vu dans l'évolution historique comment est-ce que des groupes dirigeants, dominants, porteurs d'une société habitée par leurs propres fantasmes, sortaient de piste à un moment ou à un autre. Oui, on voit que notre table ronde qui portait sur l'emploi, finalement, aboutit à des questions philosophiques, de modèle sociétal, de modèle de relations et d'ambition. Christophe, peut-être pour terminer ce tour de table sur un monde futur, un meilleur futur, quelle serait votre opinion ? La question de l'emploi et peut-être de l'engagement dans l'emploi. Quand on l'a dit, je pense, on est dans des potentialités, dans des hypothèses d'augmentation de la capacité à capter l'automatisation. Mais elle est déjà en cours, c'est-à-dire qu'en fait la numérisation, etc., a déjà produit des effets de ce type-là sur les emplois. Il y a beaucoup de choses qu'on a enlevées des emplois. Est-ce qu'on a, en même temps qu'on a enlevé ces choses des emplois, un trend massif d'amélioration du bonheur au travail? Pas vraiment. Pas tout à fait. Donc le challenge, il est encore là. Parce que si on est en train de dire, l'IA va continuer de bouleverser les emplois en enlevant des tâches. Est-ce qu'on est dans un jeu à somme nulle? Est-ce que j'ai pris une tâche à quelqu'un et je la transfère simplement, et auquel cas, j'ai pas créé énormément de valeur, et peut-être que même, j'ai pas fait attention au sens et au repositionnement de la personne? Ou alors, est-ce qu'on est dans un jeu à somme positive? Alors, qu'est-ce que je peux inventer avec les gens qui sont là? Qu'est-ce que je peux créer comme valeur? Dans le service, c'est peut-être plus facile de répondre à ces questions-là, peut-être que dans l'industrie. Mais en tout cas, cette question-là, elle est à l'échelle de l'organisation une nécessité. Parce que l'automatisation, ou j'enlève l'automatisation, enfin je crée de l'automatisation pour enlever un certain nombre de tâches, ne crée pas de manière automatique une croissance de l'engagement, une croissance du bonheur, une croissance de la productivité. Parce que même la productivité est à challenger. Donc je pense que on la situe, le challenge, il est situé à l'échelle sociétale, il est situé à l'échelle de l'entreprise. Chaque entreprise, à partir du moment où elle met en place des choses de ce type-là, c'est-à-dire la capacité que j'ai à faire réaliser une tâche ou quelque chose par une machine, je les soustrais à quelqu'un, comment je repense son emploi, comment je redonne du sens à ce métier-là, comment je le reconfigure, pour que ce ne soit pas un jeu à somme zéro. Merci beaucoup pour cette ambition coopérative, collaborative de création de richesse. Peut-être pour terminer, puisque je vois que l'heure avance, peut-être vous demander des conseils pour nous tous. À quoi devons-nous faire attention dans les mois, les années qui viennent, dans cette introduction de la technologie, introduction massive qui change les rapports au travail, qui change les rapports à nous-mêmes, qui effectivement pose la question des modèles sociétaux. À quoi devons-nous être attentifs ? Nous sommes aussi des acteurs, on n'est pas simplement des observateurs. Pour vous, quels sont les points essentiels à identifier dans le monde à venir? Alexandre, je vous pose je dirais, en tant qu'entrepreneur, finalement, c'est la question du modèle de réussite aussi qui est posée. Qu'est-ce que ça veut dire que réussir aujourd'hui? Quand on prend une IA, même aussi complexe que soit le jeu de Go, gagner au jeu de Go, c'est un état que l'on sait facilement identifier. Quelqu'un qui réussit en entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est quelqu'un qui est heureux? Est-ce que c'est quelqu'un qui est performant? Est-ce que c'est quelqu'un qui innove, qui fait bien travailler les autres ensemble? Et donc, je pense que la responsabilité individuelle, c'est de se poser finalement d'abord pour soi la question de qu'est-ce que je souhaite accomplir? Et du point de vue d'une organisation, que ce soit une équipe de 5 personnes ou une boîte de 5000, qu'est-ce que l'on essaye d'accomplir ensemble? Et donc cette question du vivre ensemble et de ce que l'on veut accomplir ensemble, c'est vraiment ce qui appartient à chacun. Et ça n'est qu'à partir de là qu'on peut saisir la technologie et la mettre à son service. Ne pas se tromper de cible, ne pas se laisser enfermer par les accélérations peut-être envahissantes. C'était votre conseil. Peut-être qui souhaite.
Yann. Moi, je veux bien dire un mot. Je pense qu'en plus, c'est un peu le sens de cet événement aujourd'hui. Ce qui ressort de cette table ronde sur l'emploi, c'est vraiment la question d'une grille de lecture. Est-ce qu'on est capable d'avoir une grille de lecture éthique dans la manière dont on va importer, amener l'automatisation, la robotisation, l'intelligence artificielle dans nos organisations? Parce que si nous-mêmes on ne le fait pas, il y a peu de chances que ces valeurs se diffusent en fait. Donc je pense qu'il y a une responsabilité qui est assez forte aujourd'hui, et c'est le moment où on est en train de la prendre, parce que c'est maintenant qu'on devient opératoire quelque part. On a vraiment la possibilité de transformer le monde dans lequel on est. Donc soit on en tient compte, on a bien conscience que si on ne fait pas gaffe, on va juste détruire des emplois, on ne va pas en créer d'autres, ou bien que au contraire, on va créer des éléments de service là où l'humain est trop cher et on va pouvoir amener des éléments de valeur. Je pense par exemple là au Japon, ils sont en train de réfléchir à faire des hologrammes pour aider les personnes âgées dans des petits bus qui seront autonomes. On n'aurait pas pu mettre des gens dans tous les petits bus autonomes, mais là on pourra le faire. Donc on peut faire quelque chose qui pourra amener de la valeur aux gens. Et puis à la limite, la personne âgée qui aura 95 ans ou 96 ans qui sera dans ce petit bus, elle pourra parler avec un vrai opérateur qui sera quelque part au Japon. Ça peut être intéressant parce que voilà, ça c'est une manière de le faire. Une autre manière de le faire, c'est de se dire, je vais aller au bout des potentialités de mon organisation avec une dimension un peu d'hubris, où on va aller au bout du potentiel de chaque organisation et on risque de détruire beaucoup de choses. Donc en fait, c'est un peu quelque part comme l'utilisation de nos ressources. Aujourd'hui, on sait, on a une grande partie des ressources, 60% des espèces animales ont déjà disparu, mais parce qu'à un moment, on n'a pas pris les bonnes, on n'a pas pris conscience de notre capacité de destruction. Aujourd'hui, on a un peu la même situation. On a une capacité de construire un monde meilleur, de faire quelque chose qui amène de la valeur à nos sociétés. Et je dirais que nos sociétés occidentales, elles ont une responsabilité qui est encore plus forte parce qu'elles vont donner le là. Même si en fait, c'est plutôt à l'échelle de ces grandes régions du monde en développement que la partie va vraiment se jouer. François-Xavier, alors un message, on voit que nous sommes sur une tonalité haute en termes d'ambition sur la maîtrise de notre destinée humaine. Oui, juste un mot et pour revenir à la thématique de l'emploi. Je pense que la thématique de l'emploi, c'est la partie hors de l'eau de l'iceberg. Et qu'en réalité, derrière l'emploi, il y a le sujet du travail. De qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en vrai dans les processus de travail. Comment est-ce que l'écart entre le travail prescrit et le travail réel est au plus haut en réalité. Comment est-ce que les organisations du travail sont souvent des désorganisations du travail. Et quelque part, si la technologie peut avoir un impact majeur et j'y crois très largement, c'est sur cette évolution du rapport au travail. Et ne nous abusons pas de la question de l'emploi, qui est une question tout à fait centrale, mais derrière ça, il y a ce problème-là qui est fascinant, qui est prodigieux, et la technologie peut amener quelque chose. Si on change les critères de performance, si on change la manière dont on la regarde, le sujet de la grille de lecture est vraiment celui-ci, alors là, on a sans doute une mine d'or dans les mains. Une mine d'or, voilà un propos positif. Christophe, pour terminer cette table ronde, un conseil à nous donner sur à quoi nous devons être attentifs dans cette évolution du monde dans lequel les technologies ne sont pas. Je voudrais revenir sur la problématique du biais, mais par un autre. Et tout à l'heure, il était abordé sur la problématique du biais par rapport aux données d'apprentissage de la machine qui a produit de la discrimination à l'intérieur de l'expérimentation Amazon. Je pense qu'il faut qu'on soit attentif au biais qui est un biais qui est... On n'optimise pas vraiment ce qu'on est en train de dire qu'on cherche à optimiser. C'est-à-dire en fait un biais intentionnel, l'intentionnalité de ce qu'on cherche à optimiser. On a des organisations et on cherche à les rendre performantes, mais il faut qu'on soit transparent sur qu'est-ce qu'on cherche à optimiser. On a besoin d'avoir une éthique à l'intérieur de l'annonce de ce qu'on cherche à optimiser avec ce qu'on met en place. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ce voyage. On est parti de l'emploi pour arriver aux modèles sociétaux, à la destinée humaine. Je pense que c'était tout à fait en lien avec cette journée sur l'éthique. Merci à vous. Merci à vous 5. C'est très intéressant. Merci beaucoup.